Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à ce 8e webinaire, 8e événement que Énergie s'organise tous les mois. C'est un réel plaisir de vous voir. Pas mal d'inscrits, pas loin de 150. Vous arrivez petit à petit et ça nous fait toujours plaisir de vous voir nombreux participer à ce genre d'événements qu'on a plaisir à organiser. La présentation va durer une vingtaine de minutes. Je vous invite, s'il vous plaît, à couper vos micros. À l'issue de ces 20 minutes, on fera un petit tour des questions et je tâcherai d'y répondre autant que faire se peut. J'en ai dans tous les sens. Alors, je me présente, je m'appelle Brice Bardery. Je suis associé gérant chez Energis et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous présenter un retour d'expérience de notre métier de concepteur en thermique fluide et environnement. Une part un peu de notre quotidien qui agrémente notre échange avec les promoteurs, avec les architectes. On fait de la conception au quotidien et cette conception aujourd'hui nous aide à atteindre des niveaux de performance importants. Aujourd'hui, je vais me concentrer justement sur tous ces sujets de conception qui reviennent sur la table assez régulièrement dans l'objectif d'atteindre un BBO facilité et donc une conception performante. Alors, pour débuter, tout ça est autour de la RE 2020, bien entendu. Hop. Un petit récapitulatif quand même des démarches administratives actuelles que vous êtes en train de vivre depuis le 1er janvier 2020. 22, pardon, règles donc appliquées pour les logements collectifs et maisons. En phase de dépôt de permis de construire, vous connaissiez l'attestation de BBO, attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Dans ce calcul du BBO, maintenant, on y adosse le calcul du degré heure. Chaque déclarant, promoteur, s'engage à respecter ce calcul BBO. Alors, on n'est pas, comme la RT 2012, dans l'obligation de faire le calcul du CEP, CEPNR, mais on vous conseille quand même vivement de le faire à ce stade de dépôt de permis, puisqu'on le voit, et de plus en plus, ça a une incidence, ces systèmes énergétiques que l'on préconise, ça a une incidence sur le dépôt de permis de construire. L'engagement que vous allez porter à la signature de cette attestation BBO sera fait sur l'IC Énergie et IC Construction. À l'issue du dépôt de PC et lors de la phase d'instruction, c'est le moment de s'y mettre aussi un peu plus sérieusement dans la validation définitive des objectifs réglementaires, BBODH, on en a parlé, le calcul du CEP, CEPNR, et enfin la mise à jour ou la réalisation des calculs carbone, IC Énergie, IC Construction, sur base, j'insiste, d'un quantitatif réel projet et d'un choix de produit qui va nous permettre à ce stade-là de solutionner et de choisir des bons produits avec des impacts carbone réduits. Quand l'étude RE 2020 est finalisée, les entreprises ont répondu, tout va pour le mieux, on est en phase chantier. Elles mettent en œuvre l'ensemble des éléments que nous avons prescrits. On se retrouve en fin de chantier et là, donc, on découvre le rapport VMC avec 35 points de contrôle. Je vous invite à regarder les précédents webinaires qui précisent ce genre de procédure, nouvelle procédure. On a aussi le contrôle de 10 données d'entrée pour le côté bilan carbone qui, aujourd'hui, c'est nouveau sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on entend par données d'entrée? Ça va être les maîtres, les fiches FDES et la bonne mise en œuvre de ces projets, de ces produits sur le projet par des PV de livraison ou de réception de produits. Les tests de perméabilité et les DPE, là pour le coup, pas de changement. On reste sur des éléments assez connus qui ne changent pas ou pas fondamentalement. Dans l'objectif, tout ça, bien entendu, d'atteindre cette attestation de conformité globale RE 2020 pour vous permettre de livrer comme il faut vos programmes. Alors, ces 3 indicateurs réglementaires, on va les repréciser rapidement, encore une fois, regardez à nouveau les précédents webinaires. Frédéric le Divenat, vous les avez très, très bien présentés. On a donc le BBO, le CEP et le CEPNR. Petite subtilité du CEPNR, donc un peu plus ambitieux en termes de performance, qu'on est à 15 kWh en dessous de CEP, et uniquement sur les sources énergétiques d'ordre non renouvelable. Ces seuils sont bien entendu modulés suivant les surfaces et les zones géographiques en France. 2 autres indicateurs autour du carbone, on en a parlé, l'IC Énergie, l'IC Construction. IC Énergie qui caractérise finalement l'énergie qu'on utilise
et cette consommation, cette production d'émissions de gaz à effet de serre pendant toute la durée de vie du bâtiment et ses consommations. Et puis l'IC Construction qui est spécifique aux produits de construction et de la durée de vie pendant ces 50 ans. Pareil, ces seuils sont modulés suivant les surfaces et les zones géographiques. À noter, et ça vous en avez conscience, j'en pense de plus en plus, de cette optimisation, réduction de ces seuils IC Énergie, IC Construction dans le temps. On parle entre autres du premier seuil qui arrive en 2025, qui va effectivement voir réduire l'impact IC Énergie, le seuil IC Énergie. On en parle également dans le Pinel+, entre autres. C'est des choses sur lesquelles, si vous le souhaitez, on pourra revenir dans un autre webinaire. Le confort de vie est un nouvel indicateur réglementaire qui vient remplacer la TIC, ce degré heure, ce DH, qui vient caractériser le nombre d'heures d'inconfort au-dessus d'un certain nombre d'heures de température au-delà de 26 et 28 degrés. Alors, l'ensemble de ces critères, de ces seuils, énergie, carbone, confort d'été, ont tous un socle commun. C'est le besoin bioclimatique. À partir du moment où on va optimiser, améliorer ce besoin bioclimatique, on ira vers une performance et une baisse des consommations énergétiques. C'est tout l'intérêt aujourd'hui de cette présentation, c'est de se concentrer sur cet objectif besoin bioclimatique et de vous donner un certain nombre de billes suite à nos retours d'expérience pour vous permettre d'optimiser l'ensemble de ces critères. Alors, qu'est-ce que le BBio? BBio, c'est donc un besoin bioclimatique du bâtiment. On intègre dans ce besoin les besoins de chauffage, nouvellement les besoins de refroidissement et les besoins d'éclairage. Il va de soi qu'un bâtiment à Nancy et un bâtiment à Nantes ne vont pas avoir les mêmes besoins énergétiques. Pareil avec un bâtiment sur la côte Est. On va retrouver dans notre partie, zone H1 jusqu'à H2, une part fondamentale quand même de besoins en chauffage, alors que dans le sud-est, on sera plutôt sur sud-est et sud-ouest, plutôt sur des besoins de chauffage, mais également une grande partie de besoins en rafraîchissement. Donc, c'est tout ce que caractérise justement ce besoin bioclimatique. C'est important, encore une fois, de vous rappeler le sens de cet indicateur. Pour l'optimiser, ce BBio, on a envisagé, nous, plusieurs critères fondamentaux, et c'est ces critères aujourd'hui que je voudrais vous présenter. Une sorte de curseur aujourd'hui sur lequel on aimerait partager, notamment donc, le premier critère qui, à notre sens, assez important. Je vais couper ça, hop, c'est l'orientation. L'orientation du bâtiment est un curseur important. La compacité du bâtiment est tout aussi important. L'inertie et enfin le renouvellement d'air. En ce qui concerne ce curseur numéro 1 qui est l'orientation, on parle de l'orientation des surfaces vitrées notamment. Alors c'est quelque chose que vous connaissez déjà depuis la RT 2012 et qu'on vous rappelle, on vous pousse, on va dire, architectes, promoteurs, autant que faire se peut, à orienter favorablement vos bâtiments. L'idéal, c'est de retenir effectivement pour des zones H1, H2C, une orientation favorable de 60% surface vitrée côté sud, 10% côté nord, et puis on répartit est-ouest les surfaces vitrées qui restent. On va avoir un comportement différent des bâtiments dans le sud-est, ce qu'on évoquait. Donc, à ce titre-là, on va essayer de limiter quand même les apports solaires en été pour éviter justement ces surchauffes et éviter les besoins de rafraîchissement qui rentrent dans le besoin bioclimatique. À ce titre, on vous préconise plutôt de viser les 50% côté sud, à regarder ces 10% côté nord et mettre le reste sur les façades est-ouest. Le système de vitrage, il existe encore. Et il a cet intérêt de au moins mettre un minimum de surface vitrée pour justement profiter de ces apports extérieurs. Vous pouvez vous permettre de mettre plus, sans aller trop à l'excès. On estime qu'un 17-20% de surface vitrée, c'est quand même assez cohérent. Aller au-delà de 22%, finalement, on va multiplier le nombre de surfaces vitrées déperditives en hiver, et puis on va aussi maximiser un peu trop les apports en été pour certaines régions du sud. Petite astuce, à ce moment-là, quand vous faites ce calcul en phase avant-projet de sixième de vitrage, si vous êtes au-delà des 20%, commencez par effectivement réduire ces surfaces vitrées. Et puis en priorité, réduisez-les côté au nord, de l'ordre de 5 à 10 cm sur des linteaux, sur des bords de menuiserie. Ça ne changera pas fondamentalement l'architecture du projet,
Mais ça vous permettra d'aller gagner ces petits points de détail. Et là, on est vraiment là-dedans, hein, dans la RE 2020, on est sur l'optimisation de ces petits points de détail. Essayez de faire cette analyse, justement, suffisamment tôt, ça apportera, on va dire, du bon sur le BBO. Le curseur numéro 2, la compacité. Alors là, c'est un sujet quand même relativement dense et important. Pour déterminer justement ce critère de compacité, on a plusieurs notions, notamment la notion de logement traversant. Alors, c'est quelque chose qui existait déjà en RT 2012. Qu'est-ce qu'un logement dit non traversant au sens de la RE 2001 ? C'est un logement qui a au minimum 75% de surface vitrée mono-orientée sur une façade. Voilà. Je prends l'exemple, par exemple, des résidences-services, foyers, jeunes travailleurs. On voit qu'on est sur des typologies de logements T1, T1 bis, avec naturellement une surface vitrée mono-orientée. On le voit sur les retours d'expérience que ces programmes sont relativement performants puisqu'on a un bon BBO, une certaine compacité, qui en plus se complète par souvent la quantité de logements qu'on y retrouve, hein, plusieurs centaines de logements. Dans certains cas, enfin centaines à 150 logements, excusez-moi, on retrouve des performances assez intéressantes qui nous permettent derrière d'aller chercher des solutions énergétiques en production de chauffage et en production de chaude sanitaire plutôt intéressantes économiquement. Sans forcément vous demander à tous de faire du logement non traversant et de faire du mono-orienté, parce qu'on sait bien aussi ce que ça implique, maximiser autant que faire se peut le nombre de logements dits non traversants. Des logements qui ont à minimum 75% de surface vitrée sur une façade. Posez-vous la question dans l'ordre de lorsque vous agencez vos logements, est-ce que ce logement T3, finalement, je ne peux pas rajouter une petite surface au sud, à l'est, hein, pour justement être au-delà des 75% et rester dans une notion de logement non traversant qui est favorable au programme. Pour valoriser la compacité et identifier justement à quel niveau on se situe, on se plaît à utiliser ce coefficient de forme qui est la surface déperditive sur la surface habitable du programme. C'est une façon aujourd'hui qu'on a trouvé d'identifier est-ce que mon bâtiment est compact ou pas compact. Il faut viser un ratio entre 1 à 1,5 en moyenne pour justement espérer avoir un bâtiment assez compact et un BBO relativement performant. En tant que surface déperditive, on entend par là toutes les surfaces déperditives entre logement extérieur, logement et surface non chauffée, type locaux techniques et autres. Alors, comment faire pour justement réduire ce coefficient de forme? Quelque chose que vous connaissez depuis la RT 2000, la création de sas thermiques aux entrées du bâtiment. C'est quelque chose qu'on rappelle qu'elle est quasiment quotidiennement sur nos projets. Les gens ont l'habitude de le faire, hein, c'est sûr, mais voilà, faut rappeler. C'est important de positionner des sas thermiques aux entrées du bâtiment. Vous le savez, à partir du moment où on aura ce sas thermique, toutes les circulations horizontales pourront sortir du volume non chauffé, resteront donc dans le volume chauffé, et les logements ne seront plus déperditifs par rapport à cette circulation. On gagne considérablement de la surface des ponts thermiques en prenant juste ce petit sas thermique aux entrées des bâtiments. Pour optimiser, encore une fois, ce coefficient de forme, une petite astuce consiste à profiter des murs mitoyens qu'offre la parcelle, par la mise en œuvre, en l'occurrence, d'un joint de dilatation étanche-chaleur. Une petite subtilité en termes de mise en œuvre, mais relativement simple à mettre en avant. Profitez justement de ces mitoyens que vous offrent les parcelles pour justement, autant que possible, encore une fois, coller ces bâtiments et profiter justement d'une paroi non déperditive entre deux bâtiments différents. Ça améliore, encore une fois, considérablement ce coefficient de forme et la performance du BBO intrinsèque. Une petite subtilité là, qui est intervenue donc, sur les règles THBAT depuis le 4 août dernier, au niveau des cages d'ascenseur. À partir du moment où on isole les trois faces des cages d'ascenseur, trois faces donc, verticales, la fosse et l'édicule, on peut se permettre de sortir totalement le volume du volume chauffé. C'est-à-dire que là, on se retrouve, ce logement-là, par exemple, n'a pas de déperdition par rapport à ce volume. Automatiquement, on le sort du volume. Ça devient un néant dans le calcul. Et à ce moment-là, on gagne encore une fois considérablement
de la surface déperditive et du traitement de pont thermique. Le gain au niveau du Bébio, il peut être très, très avantageux. Qu'est-ce que ça implique? C'est de mettre finalement un isolant sur les 3 phases d'ascenseur, la fosse et l'édicule, isolant relativement simple puisqu'on est à un R de 2 minimum. C'est souvent un sujet qui revient sur la table, sur la gestion justement des locaux techniques, locaux communs, non chauffés, comme locaux vélo, ordures ménagères, post-transfo, locaux SRI, etc. C'est vrai qu'on les retrouve souvent à l'intérieur du volume chauffé. L'idéal, c'est de pouvoir les sortir, ces locaux techniques, les sortir du volume chauffé, soit en les positionnant dans un sous-sol, soit typiquement en les sortant complètement du bâtiment, dans la mesure du possible. Et si ce n'est pas possible, à minima, essayez de les regrouper, ces locaux techniques. Regroupez-les dans un rez-de-chaussée pour limiter encore une fois cette surface déperditive, ces surfaces déperditives entre logements. Enfin, un point important, on sait qu'aujourd'hui, les architectes et promoteurs sont challengés sur l'architecture et l'urba de nos villes, qui demandent de plus en plus justement cette ouverture, ces cassures, ces fragmentations, ce qu'ils appellent. C'est important, c'est réglementaire, il faut faire avec, il n'y a pas de sujet. Mais il faut quand même maîtriser cette fragmentation à son plus juste côté réglementaire, en limitant au maximum les décrochés et les ruptures, en limitant les césures, ce qu'ils appellent les césures, les transparences, les porches et les créneaux, tout ce qui est retrait et saillie de bâtiments, les couronnements, les attiques et j'en passe, ainsi que les balcons. C'est important et il faut avoir en tête justement l'impact de ces sujets urbains qui viennent diminuer la compacité du bâtiment. Le troisième curseur, c'est l'inertie. Alors l'inertie, pareil, c'est un sujet que normalement, vous avez entendu parler dans les précédentes RT. Qu'est-ce que l'inertie thermique? L'inertie thermique d'un mur, c'est sa capacité à emmagasiner puis à restituer la chaleur. Plus l'inertie d'un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement. C'est assez intéressant parce que ça apporte du confort, déjà, du confort d'usage. Et en plus, ça apporte quand même un certain nombre d'avantages au niveau du Bébio. Alors, comment c'est calculé cette inertie dans la RE 2020? On a 3 types d'inertie. Inertie quotidienne, séquentielle et annuelle. L'inertie quotidienne, c'est le comportement justement du bâtiment face à des températures sur un laps de temps de 24 heures, séquentielle 14 jours, annuelle 365 jours. Il va de soi qu'un bâtiment ne va pas avoir le même comportement sur une durée de surchauffe importante. Les échelles, vous les connaissez, vous avez dû en entendre parler, ça va de très légère à très lourde, en passant par légère, lourde et moyenne. C'est des sujets aujourd'hui que maîtrisent bien les bureaux d'études thermiques en termes de calcul. C'est calculé de manière forfaitaire. Dans un bâtiment, on a 3 types de façades, 3 types d'éléments. On a les planchers bas, les planchers hauts, les parois verticales. Chaque élément va avoir une inertie, soit lourde, soit légère, en fonction de comment elle est construite. Si on a, par exemple, dans un bâtiment, 3 éléments lourds, plancher bas, plancher haut, parois verticales, on pourra avoir effectivement une inertie quotidienne très, très lourde. Donc, assez favorable justement pour le confort d'été. C'est tout ce calcul que doit faire justement le bureau d'études au forfait. Et c'est assez favorable quand on est sur des principes constructifs assez traditionnels, comme vous pouvez le voir. Une dalle béton de 20 isolée sur dalle avec une chape intérieure, on reste quand même sur un plancher bas à inertie lourde. Un plancher haut isolé par l'extérieur sous étanchéité reste également lourd. Une paroi verticale, un mur de refend béton, des voiles béton isolés par l'extérieur. Et puis, là, pour le coup, comme on le faisait avant, de l'agglo, de l'ITI et une contre-cloison de 5 cm intérieure nous permettent d'atteindre ces sujets, cette inertie lourde. Donc, c'est intéressant de profiter et d'analyser précisément ce genre de choses et de sortir un calcul d'inertie en visant une inertie plutôt moyenne. Pas lourde, pas légère, moyenne. Si le principe constructif ne nous permet pas, sur le forfait, d'atteindre des niveaux de performance moyens, il y a une petite subtilité que nous permet la RE 2020, c'est de calculer non plus au forfait, mais de calculer de manière détaillée cette inertie, en précisant finalement chaque élément constructif de la paroi par rapport à sa masse volumique, par rapport à sa densité. Tout ça va nous permettre de déterminer une inertie peut-être plus favorable
que l'inertie forfaitairement calculée. Donc, ça peut être une piste demain pour justement aller chercher du Bébio et une amélioration du degré heure qui peut être assez problématique dans certaines ossatures très légères. Le dernier curseur, on en a déjà parlé, c'est le renouvellement d'air. La ventilation représente aujourd'hui dans la RE quasiment 40 à 50% des perditions. Donc, il va de soi que si on augmente la quantité de pièces d'eau et de volume d'extraction, naturellement, le besoin bioclimatique va augmenter et les consommations de chauffage vont augmenter. Alors, il faut maîtriser, autant que faire se peut, encore une fois, le nombre de pièces d'eau hors cuisine dans la conception d'un bâtiment. En favorisant, par exemple, de regrouper les WC et les salles de bain sur les typologies de logement qui le permettent, en évitant également les points de puisage dans les celliers, en mettant les machines à laver dans les cuisines, par exemple. Pour votre info, voilà, on vous conseille d'essayer de respecter ces objectifs de nombre de pièces d'eau hors cuisine en fonction des typologies. Mais encore une fois, le marché est ce qu'il est, et aussi il faut faire avec. Mais c'est de notre ressort de prendre conscience de ça et de savoir qu'en multipliant le nombre de pièces d'eau, naturellement, ça ne va pas aller dans la compacité du bâtiment, dans la maîtrise du Bébio. Un petit sujet quand même sur les performances de l'enveloppe, sur les performances des produits qu'on utilise. Ce petit graphique-là, il nous montre que ça ne sert pas à grand-chose finalement de surisoler certaines parois, comme on peut le voir des fois, isolation des combles, combles perdus. On se dit, bah, allez, on met un R de 10, allez, on va aller rajouter quelques centimètres de plus pour aller taper un R de 12. On le voit que finalement, sur des éléments surperformants, le gain Bébio n'est pas là. Par contre, il faut se poser la question, quelles sont les parois qui ne sont pas forcément très bien isolées, les premières, et à la rigueur, aller chercher des points complémentaires sur ces éléments de performance. Alors, pourquoi je vous ai présenté tout ça ? On parle vraiment de notion de conception. On le sait qu'en améliorant cette conception au début, on va pouvoir profiter d'un bon Bébio et limiter l'usage d'une surtechnicité de produits, surtechnicité au niveau des épaisseurs d'isolants et de la performance des isolants. Pareil au niveau des systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire. Si on va chercher cette conception optimisée, on va limiter intrinsèquement le volume de matériaux que l'on va mettre en place dans notre programme. À partir du moment où on limite le volume de matériaux, c'est mathématique. On maîtrise les coûts d'investissement. Et au final, il faut quand même se souvenir que la RE 2020, elle a mis quelque chose de clé. On cherche à réduire l'impact gaz à effet de serre de notre construction et de notre usage. Donc forcément, on réduira l'impact carbone du projet en limitant ces volumes de matière. À nouveau, je suis ravi d'avoir eu cette opportunité de vous présenter ces retours d'expérience qui font notre métier au quotidien. Je suis prêt, nos équipes sont prêtes à échanger avec vous tous pour justement nous challenger et faire en sorte d'aller vers cette performance, puisque c'est quand même bel et bien ça le sujet de la RE 2020. À très bientôt. Au revoir à tous.